énergie renouvelable, donc de bas carbone. Et puis quand je suis revenu un peu à mes amis du bâtiment, ils m'ont dit non, nous c'est la RT 2012, moins 30%, moins 40%, le BPOS. Notre combat c'est le kilowattheure au mètre carré, c'est pas le bas carbone. Et là je me suis dit il y a un problème quoi. Il y a un vrai problème. Notre sujet, ce n'est pas le kilowattheure au mètre carré, ou le kilowattheure au mètre carré doit nous permettre de franchir autre chose. Notre problème, c'est le CO2 au mètre carré. Et notre problème, c'est le calcul de l'empreinte carbone des bâtiments que nous faisons ou que nous rénovons parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Ici, on a parlé beaucoup de rénovation, mais il n'y a plus de frontières. Les grosses opérations de rénovation aujourd'hui sont quasiment des opérations de reconstruction et en général, dans les villes denses, il y a des parties d'extension inévitablement. Et donc je me suis dit, voilà, si je voulais prendre ma retraite en fait il y a 4 ans, et je me suis dit si je fais encore un dernier truc, ça sera sur le sujet du bas carbone. Et je me suis un peu intéressé à ça. On a créé une association avec des copains qui, comme moi, avaient coulé beaucoup de béton et émis beaucoup de carbone pour essayer de faire des bâtiments à basse consommation. Et puis, on a commencé à parler à des ingénieurs brillants du CSTB, des bureaux d'études, M. Pouget qui parlait tout à l'heure, des climaticiens, etc. Et on s'est dit, on doit pouvoir créer un référentiel pour imaginer des bâtiments bas carbone. Des bâtiments qui vont peu émettre pendant leur phase de construction, qui vont peu émettre pendant leur phase d'exploitation, et qui, si un jour on devait les détruire, auront un faible impact sur le climat. Et c'est comme ça qu'est née une association à laquelle vous devez tous adhérer en sortant de cette pièce, qui s'appelle Bâtiment Bas Carbone, l'association BBCA. En plus, c'est pas cher, la déléguée générale est ici, je l'ai vue tout à l'heure. Et voilà, ça s'appelle BBCA, comme BBC, bâtiment basse consommation. Là, c'est bâtiment bas carbone, BBCA. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, en fait. Parce que, finalement, la question, ce n'était pas l'objectif. La question, c'est souvent comment. Et il se trouve qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de moyens de baisser considérablement notre facture carbone. Cette facture carbone, elle n'existe pas, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez polluer, ça ne coûte rien. Demain, ça coûtera inévitablement. Ça coûtera à vos enfants, puis peut-être que ça vous tapera un peu le porte-monnaie si nos dirigeants politiques commencent à prendre une réelle conscience des externalités négatives des émissions carbone. Mais ça, je ne veux pas rentrer dans ce débat, ça n'a jamais été ma prétention, je ne suis pas pour plus d'impôts, plus de taxes, ce n'est pas mon problème. En tout cas, il est possible aujourd'hui de construire, d'exploiter et ensuite de recycler ces matériaux. Cette construction, on a beaucoup travaillé autour de ça, elle s'organise autour de 2 principes de base. D'abord, peu détruire quand on construit, peu détruire, conserver les matériaux existants. Donc ça veut dire quand on surélève de ne pas casser le béton. Mon entreprise est une entreprise de promotion immobilière. Je l'ai installée au Pont de Sèvres. Vous pouvez passer devant. Il y a marqué Woodéum au-dessus. Et vous verrez que ma plus grande fierté, ce n'est pas d'avoir construit au-dessus. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir conservé les très beaux voiles de béton qui sont au rez-de-chaussée et au premier étage et qu'on a mis en valeur. Souvent, on me dit, mais t'es contre le béton? J'adore le béton, ça peut être très beau le béton. Et donc voilà, ils ont été coulés par Zerfus, le créateur du CNIT. Donc un vrai ingénieur, et ils sont absolument magnifiques. Donc la première chose, quand on veut construire bas carbone, c'est de peu détruire, parce que la destruction est très émissive. Et quand vous avez la chance d'avoir un matériau de construction qui a déjà émis, il faut le sanctuariser. N'allez pas chercher d'autres matériaux de construction. Si vous allez chercher tout autre matériau de construction, de toute façon, vous allez émettre. Donc il faut sanctuariser. Le deuxième élément, c'est le recyclage. Les chantiers auxquels nous avons tous participé sont des scandales environnementaux. On passe notre temps à arracher de la moquette, à arracher du plâtre, à arracher du verre, à arracher de la ferraille et à casser du béton,
Et tout ça a un coût carbone considérable. Vous le savez ici, notre industrie, l'industrie du bâtiment, de la promotion immobilière, de la rénovation, c'est 15 à 20% des émissions de CO2 de la planète. C'est le deuxième facteur d'émissions de CO2 après le transport. Vous avez vu ce que fait le transport avec le moteur électrique? Vous avez vu ce que nous faisons aujourd'hui? Rien. Quasiment rien, ou très peu. Donc la question pour nous, c'est 1, conservation des éléments, 2, réutilisation des matériaux existants. J'ai la chance de collaborer à la grande opération de rénovation de la tour Montparnasse, que vous connaissez. Nous allons évidemment enlever cette façade en verre qui n'a plus de sens. Nous allons réutiliser ces matériaux verriers pour faire des meubles. Donc les utilisateurs de la future tour Montparnasse seront déjà meublés avec des tables en verre qui seront magnifiques et qui seront en fait la façade vitrée de la tour Montparnasse actuelle. Et évidemment, on arrive à l'essentiel, en tout cas à un facteur absolument essentiel, qui est le matériau biosourcé. On a besoin de matériaux de gros œuvre. Nous avons d'un côté des matériaux de gros œuvre émetteurs, qui font des efforts, mais qui restent émetteurs et qui resteront émetteurs tant qu'on fera des matériaux comme on les fait aujourd'hui. Donc oui, le ciment, merveilleux matériau, inventé par M. Vicat en 1830, le ciment est issu d'une réaction chimique qui est émettrice en elle-même de CO2. Je ne vous parle pas là de l'énergie qu'il faut rajouter, je ne vous parle pas d'aller chercher du sable de plus en plus loin, je ne vous parle pas d'aller rajouter de la ferraille, je ne vous parle pas du balai des bétonneuses qui ne transportent que 4 mètres cubes de matériaux, c'est-à-dire rien du tout, 4 à 5 mètres cubes de matériaux, rien. Je vous parle du ciment qui en lui-même est émetteur de CO2, tout le reste se rajoute. Et très clairement, nous avons un matériau qui, du point de vue du carbone, ne convient plus. D'un autre côté, nous avons d'autres matériaux aujourd'hui qui nous sont proposés, qui, jusqu'à présent, ne convenaient pas, je le dis très directement, ou convenaient peu, ou convenaient à une typologie de bâtiment, et qui aujourd'hui peuvent être utilisés dans quasiment toutes les situations. Matériaux biosourcés, je pense au bois. Le bois, on va tout de suite sur le lamellé-collé contre-croisé, c'est-à-dire des matériaux qui permettent de faire non pas des poteaux et des poutres, avec une limitation à 3 étages, mais de grands immeubles avec de véritables murs de refend qui sont fabriqués en bois au lieu d'être fabriqués en béton. Et vous avez vu dans des sites aujourd'hui modernes, je pense à Bâti Actu notamment, formidable site d'information, ces grandes tours qu'on voit aujourd'hui à Oslo, qu'on va voir à Bordeaux, qu'on va voir à Strasbourg, qu'on va voir à Lyon, qui sont fabriquées tout en bois. Pourquoi le bois? Vous l'avez appris en cours de 5e, vous l'avez oublié, comme moi je l'avais oublié. Il y a un phénomène qui est tout simple, qui s'appelle la photosynthèse. Un arbre passe sa vie à manger du CO2. Il ne demande rien, on n'en entend pas parler, il n'y a pas de problème de finance. Un arbre passe sa vie à désintoxiquer la planète. La forêt française mange, absorbe 10 à 20% de nos émissions, ça dépend si on enlève un certain nombre de phénomènes de rejet, 10 à 20%, mais c'est énorme. La France a dit qu'elle voulait réduire son empreinte carbone de 5%. Notre forêt mange 10 à 20% du carbone que nous émettons tous ensemble. Donc c'est absolument considérable. Simplement, les arbres, ils ne poussent pas jusqu'au ciel. Et donc si vous laissez votre arbre dans la forêt, un jour, il va tomber. Et à ce moment-là, il y a un deuxième phénomène qui se produit, qu'on appelle la putréfaction. Il s'oxyde comme tous les matériaux organiques. Et donc le carbone qui a été absorbé, issu de l'atmosphère, se remarie à une molécule d'oxygène. Et vous avez une réémission de CO2, du carbone stocké. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on veut être un tout petit peu malin, un tout petit peu intelligent? L'intelligence humaine peut sauver la planète. Eh bien, on prend ce stock de carbone et on le protège. On le protège des intempéries, on le protège de l'oxydation. Et qu'est-ce que fait l'homme de plus long en usage de tout ce qu'on fabrique? Le gros œuvre du bâtiment. La charpente de Notre-Dame, ça fait 800 ans qu'elle stocke du carbone.
Un immeuble haussmannien, c'est 50% de bois. Donc on peut construire demain la ville avec un matériau stockeur de carbone. Nous aurons ce soir-là réalisé un puits de carbone. Tous les scientifiques, vous lisez la presse scientifique, s'interrogent comment est-ce qu'on pourrait réaliser un puits de carbone? Comment est-ce qu'on pourrait absorber ce CO2 qu'on a été extraire des ressources fossiles dans un geste totalement inattendu à l'échelle de la planète? Pourquoi est-ce qu'on irait extraire des ressources fossiles, des ressources de charbon, pour aller charger l'atmosphère de CO2? Eh bien, aujourd'hui, en laissant les arbres pousser, en récoltant les arbres et en stockant ce carbone à l'intérieur de notre matériau de gros œuvre, on peut créer un puits de carbone. C'est quand même absolument considérable. Et c'est ce qu'on a essayé de faire très vite, parce que je ne suis pas un rebelle du système. Le système m'a donné suffisamment pour que je ne sois pas un rebelle, en essayant de convaincre les grandes maisons. Et donc, voilà, j'ai travaillé très vite avec Bouygues, avec Vinci, avec Eiffage, avec tous les bureaux d'études que vous connaissez, avec les grands architectes, Villemotte, Viguier, Dutilleul, voilà. Et très très vite, on a essayé de mettre au point ces bâtiments et ces systèmes de rénovation, je reviens sur la rénovation ici, en mode bas carbone. L'association BBC a créé un label. Une partie du label est remontée dans le label E+, C-, label d'État, avec des gens très sérieux. Voilà. On était très fiers, parce qu'une petite association dont une partie du moteur de calcul est absorbée par la DHUP, c'est important, c'est une consécration. Et puis aujourd'hui, on nous interroge, il y avait quand même à nos côtés de grands ingénieurs, donc voilà, je dis ça en toute humilité, mais on nous interroge aujourd'hui sur ce que peut être cette réglementation environnementale en 2020 et comment est-ce que la France pourrait intégrer ce calcul du carbone à l'intérieur de sa propre réglementation. Personnellement, je n'ai jamais demandé aucune réglementation, je n'ai jamais demandé aucun impôt. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que même si on ne fait rien, le public, nos clients, mes investisseurs derrière qui veulent construire des tours, des immeubles de bureaux, des hôtels, on fait un hôtel avec Accor, sont sensibilisés beaucoup plus que les pouvoirs publics à cette question du bas carbone. Donc moi je ne demande rien, si ça arrive c'est encore mieux, mais je ne demande rien. Ce que je voulais vous dire aussi, parce que tout à l'heure j'entendais qu'on parlait pas de confort, mais de santé, c'est qu'évidemment la réponse à toutes ces questions qui ont été posées tout à l'heure, madame, c'est très intéressant d'ailleurs, je disais, j'ai photographié votre nom, j'ai déjà envoyé chez toutes les équipes de Woodeum. D'ailleurs, s'il y a des jeunes d'entre vous qui veulent rejoindre une équipe sympathique, surtout n'hésitez pas, vous m'envoyez directement votre CV voilà, chez Woodeum. Clairement, la construction en matière biosourcée, on a découvert, en fait on est parti sur la construction bois avec le CLT, et on a découvert au fur et à mesure de formidables avantages qu'on n'avait pas imaginés à l'origine. D'abord sur la gestion du chantier, on a des chantiers qui sont 2 fois plus rapides, chantiers secs, on parlait des chantiers secs tout à l'heure. On a 6 à 8 fois moins de camions pour le gros œuvre, donc c'est absolument considérable. Pourquoi? Parce qu'un camion de bois CLT transporte 35 mètres cubes de matériaux, là où la toupie à béton transporte 6 mètres cubes de matériaux. Donc on a un confort pour les ouvriers qui est absolument considérable. Je dis souvent, et ça m'amuse, que j'ai créé un problème social chez Bouygues, au premier chantier de Bouygues, parce que les 22 compagnons de Bouygues qui ont été formés au bois, ils ne veulent plus retourner au béton, quoi. C'est assez simple, hein. Je veux pas voilà, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de bruit, chantier sec, matériaux fabriqués ailleurs, amenés au cœur de la ville. Un chantier qui n'est plus un chantier de chirurgie invasive, un chantier qui est un chantier de chirurgie fibroscopique avec une intervention très courte, très précise. C'est ça l'avenir de nos métiers. Et puis dans le même temps, quand on a réalisé ces bâtiments, on a commencé avec Harris Orangis, avec Eiffage et Villemotte, sur un peu plus de 10 000 mètres carrés, puis maintenant on doit être au 23e bâtiment. Quand on a réalisé ces bâtiments,
on s'est aperçu qu'en fait, c'était formidable d'habiter dans un univers comme celui-là. Avec du bois qui n'est pas du bois de parement, avec du bois qui est du bois structurel. Avec du bois, vous tapez dessus et vous avez une véritable impression de volume. Vous avez une humidité, une hygroscopie qui est totalement maîtrisée. Vous avez des bâtiments qui, de toute façon, comme ils ont des usages qui sont interrompus, sont beaucoup plus faciles à chauffer ou à refroidir, parce qu'ils n'ont pas d'inertie. L'inertie, c'est formidable. Simplement, avec cette histoire d'inertie, on a imposé un dogme sur tous les bâtiments. Or, il y a des bâtiments qui ne sont pas utilisés 24/24. Beaucoup de bâtiments ne sont pas utilisés 24/24. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la question de la thermique dans des environnements sans inertie. Nos bâtiments sont en bois, ils sont hyper isolants, mais nous avons un matériau de construction, nous avons un matériau de gros œuvre qui n'est pas une éponge à calories ou à frigories. Le béton, c'est une éponge à calories ou à frigories. C'est pour ça que dans cet immeuble rue Erlanger, les gens disaient, le feu a pris au 2e étage, je crois, au 7e étage, il commençait à cramer des pieds. Parce que le béton est un conducteur de chaleur, formidable d'ailleurs, il faut l'utiliser comme tel. Le bois est un isolant. Il reste un combustible, il faut faire un peu gaffe, il faut quand même que les pompiers arrivent au bout d'un certain temps. Mais en tout cas, il permet un compartimentage, il permet de contenir la chaleur. Et puis, pour ce qui est de la régulation thermique et du froid, on en arrive à inventer des choses totalement nouvelles avec, on va plutôt sur du froid ou du chaud, poussé un tout petit peu, légèrement, à très basse pression, plutôt que sur du rayonnement, parce que ça nous convient mieux, ça convient mieux à ce matériau qui est hyper isolant et sans inertie. Et puis, je reviens sur ce que vous disiez, la question du confort, pas le confort, mais véritablement la santé. Moi, aujourd'hui, je travaille dans cet univers en bois, qui est ce grand plateau qu'on a sur le pont de Sèvres. Les gens sont beaucoup plus calmes, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi les gens sont beaucoup plus calmes dans un environnement en bois par rapport à un environnement en béton. J'ai entendu toutes les explications, que le son rebondissait contre le béton et que donc ça rendait fou. Voilà, je ne sais pas. Villemotte m'a dit un jour, le béton c'est une cage de Faraday, parce qu'il y a du métal dedans et donc il y a des tas de ondes mauvaises. Je ne sais pas. La réalité, c'est que vous le savez tous, dans un univers en bois, vous vous sentez bien, et c'est pour ça que tous les designers, décorateurs vont vous rajouter du bois là où il n'y en a pas. Moi, je vous propose de créer des immeubles tout simplement en bois. Il n'y aura pas besoin de rajouter du bois. Ça sera des immeubles réellement réalisés en bois. Voilà pourquoi Energy Meeting va changer de nom, et va s'appeler l'année prochaine Meeting Bas Carbone. Je vous le dis directement parce qu'il y a le patron qui est là, il ne vous l'a pas dit, il ne le sait pas. Mais il aura compris comme vous que notre sujet, et je vais conclure là-dessus, notre sujet, quelque part, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est de laisser une planète un tout petit peu plus propre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Notre sujet, c'est de baisser nos émissions de carbone et c'est d'essayer de capturer autant que possible le carbone qui est dans l'atmosphère. Et nous, tous ensemble, qu'on a longtemps considérés comme, parmi tous les métiers des gens qui font du béton, des trucs, etc., nous avons enfin un rôle. Nous avons enfin une vocation. Nos bâtiments peuvent devenir les puits de carbone de demain. Merci beaucoup.